Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a quitté la capitale pour prendre part au sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sotchi. Et le chef de l'État avant son départ aujourd'hui a reçu une délégation conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine. Et en Syrie, la trêve négociée entre Ankara et Washington expire ce soir. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui la capitale à destination de la ville de Sotchi, en Russie, où il prendra part au premier sommet du genre organisé par la Russie, le sommet Russie-Afrique, qui va réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays d'Afrique. Et lors de son départ sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti, le président de la République a été salué par les plus hautes autorités civiles et militaires du pays, notamment du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale. Et des exposants djiboutiens issus du port, de la Chambre de commerce et de l'Office de tourisme prendront part à cette manifestation destinée à promouvoir les potentialités africaines dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, du transport, de la santé, de l'industrie militaire, etc. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, et celui de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, feront également les déplacements dans le cadre des assises de Sotchi. Il y a lieu de rappeler en outre la participation du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, et du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawalé, au forum qui a présidé ce sommet qui constituera sans aucun doute un grand creuset d'opportunités au cours duquel des accords commerciaux seront signés entre différentes parties. Et J-1, avant l'ouverture de ce sommet Russie-Afrique, et les délégations africaines continuent d'affluer des 4 coins du monde pour participer à cette rencontre, la première de ce niveau dans l'histoire des relations russo-africaines. En prélude à la tenue de ce sommet, dont les travaux seront co-présidés par le chef de l'État russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien, président en exercice de l'Union africaine Abdel Fattah al-Sisi, un forum économique russo-africain est prévu dans le parc des sciences et des technologies Cyrus de Sotchi. Les précisions avec notre correspondante qui se trouve à Moscou, Hidaya Mohamed. Nous sommes ici à Sotchi, une ville subtropicale de la Russie située sur la côte nord-est de la mer Noire à 1620 km de Moscou. La ville est une importante plaque tournante des transports ainsi qu'un grand centre économique et culturel. Mercredi 23 et jeudi 24 octobre 2019, Sotchi accueillera les tout premiers sommets Russie-Afrique auxquels participera le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui sera à la tête d'une importante délégation djiboutienne. La ville abritera également un forum économique réunissant les principaux dirigeants africains et russes, ainsi que des représentants des grandes entreprises. Des accords commerciaux, économiques et d'investissement devraient être signés. Le forum se penchera sur les domaines clés de la coopération entre la Russie et les pays africains. Les discussions s'articulent autour des 3 piliers thématiques: forger des liens économiques, créer des projets communs et collaborer dans le secteur humanitaire et social. Les sommets devraient approfondir les relations amicales entre la Fédération de Russie et les pays du continent africain au niveau bilatéral et multilatéral, forger une collaboration plus étroite sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, élever les dialogues stratégiques entre la Russie et les pays africains à un niveau qualitativement supérieur et contribuer à la paix, la sécurité et le développement durable sur les continents africains. Hidaya Mohamed, RTD, Sotchi. Et avant son départ pour Sotchi en Russie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel une délégation du système des Nations Unies avec à sa tête la secrétaire générale adjointe Amina Mohamed, accompagnée de la représentante de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Madame Bineta Diop, et une dizaine d'autres personnalités. Au terme de cette rencontre, il a été question de renforcer les opportunités de coopération entre la République de Djibouti avec les Nations Unies, mais aussi
avec l'Union africaine dans la promotion de la femme, la paix et la sécurité dans la région dans le cadre de la résolution 1325. Cette résolution qui a pour principal objectif d'associer les femmes au processus de développement, mais aussi à ce que les femmes soient au cœur de l'action politique. Outre la délégation, le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, la ministre de la Femme et de la Famille Moumouna Ahmed Hassan, le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdillahi Ouaïs et la représentante du système des Nations Unies à Djibouti Barbara Manzi ont pris part à cette rencontre. Et à l'issue de sa rencontre avec le président de la République, Mme Amina Mohamed, et Mme Bineta Diop se sont déclarés donc ravis d'avoir rencontré le président de la République et d'avoir pu aborder tous ces points avec le chef de l'État. Nous sommes venus ici pour une mission de solidarité conjointe avec l'ONU et l'UA, l'Union africaine. Cette rencontre avec le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, nous a permis de trouver les voies et moyens d'améliorer l'opérationnalisation de la résolution 1325 et de voir les femmes au centre des préoccupations, mais aussi accroître leurs possibilités. Nous tenons à féliciter, a-t-elle poursuivi, Djibouti pour les nombreuses avancées réalisées dans le domaine de l'autonomisation des femmes. Nous l'avons félicité pour les nombreuses politiques mises en avant en faveur des femmes, mais nous avons également demandé une plus grande participation à la vie politique, une plus grande participation au maintien de la paix, les femmes participant à la médiation, mais également la paix pour le pays, également pour la région. Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, donc, est revenu sur les différents points qui ont été abordés durant cette rencontre. Aujourd'hui, Djibouti à la tête d'une très forte délégation composée de l'Union africaine, de Madame la commissaire chargée des affaires politiques, Madame la directrice exécutive femme des Nations Unies. C'est vraiment une très forte délégation qui a pour objectif de pouvoir essayer d'apporter aussi bien leur expertise, leurs conseils et également de s'imprégner de ce que Djibouti fait d'abord pour l'égalité des femmes, pour la lutte contre la violence faite aux femmes, voir un petit peu la parité sur le terrain à Djibouti, comment elle peut être consolidée. Je crois que ces échanges ont été très fructueux avec le chef de l'État, qui a également brossé un tableau assez large sur les questions régionales qui ont certainement un impact sur les femmes, que ce soit dans les zones de conflit, que même en matière d'intégration et de développement économique. Et il faut rappeler également que Madame la ministre chargée donc, de la femme a exposé tous les programmes aujourd'hui qui sont mis en place et la législation la plus récente qu'elle a fait passer au Conseil des ministres, qui est celle de l'égalité entre femmes et hommes dans toutes les, je dirais, sphères de l'administration, du privé, etc. C'est une loi qui devra être maintenant actée et respectée par toutes les parties prenantes dans ce pays. Elle a également exposé sur le cadre juridique qui a été passé sur la violence faite aux femmes et comment lutter contre la violence faite aux femmes. Je crois qu'il y a une convergence de vue, que le rôle de la femme, et le président de la République l'a souligné, un pays ne peut se développer sans un rôle actif des femmes dans toutes les sphères de la vie économique, politique et sociale. Un pays ne peut pas laisser la moitié de sa population en marge et dire, voilà, on a des programmes de développement, on avance, etc., etc. Je crois que c'est cette synergie et cet esprit qui a prévalu dans ces discussions entre le chef de l'État et Madame la secrétaire générale adjointe, je le répète, qui est l'une des plus hautes personnalités des Nations Unies, et nous la remercions pour sa visite à Djibouti, ainsi que toutes les femmes de qualité qui l'accompagnent et qui sont de très hautes responsables, aussi bien à l'Union africaine qu'à New York. Également dans l'actualité, direction le pays du soleil levant, le Japon, qui a organisé aujourd'hui au Seiden State Hall de Tokyo une grande cérémonie pour l'accession au trône de l'empereur Naruhito, qui succède ainsi officiellement à son père Akihito, qui a abdiqué donc en sa faveur de son vivant. Une cérémonie d'intronisation organisée minutieusement dans un style traditionnel certes, mais conforme à la modernité et aux nouvelles ères, qui débutent avec le nouvel empereur Naruhito. C'est en présence de 2000 invités, parmi lesquels
laquelle les chefs d'État, des dignitaires et des têtes couronnées représentant 180 pays que l'empereur Naruhito du Japon a solennellement proclamé son intronisation au cours d'une somptueuse cérémonie au palais impérial de Tokyo, ayant hérité précédemment du trône en vertu de la Constitution et de la loi sur la maison impériale. À l'adresse du pays et du monde, je proclame mon intronisation, a déclaré Naruhito aux côtés de l'impératrice Masako, tous les deux vêtus de tenues traditionnelles réservées pour ces rituels uniques. Et toujours dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a parrainé aujourd'hui une cérémonie de remise de manuels scolaires de deuxième année traduits en braille et destinés aux élèves de service des enfants à besoins spéciaux. Et le ministre a été accueilli par le chef de service des enfants à besoins spéciaux, Idriss Moumine Abdi, et la présidente du Lions Club de Djibouti, Hasna Barkhadaoud, ainsi que les hauts responsables du MENFOP et du Lions Club. Et puis le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a procédé à la remise officielle des manuels scolaires de deuxième année au chef du service des enfants à besoins spéciaux, Idriss Moumine. Le chef de service donc a exprimé ses sincères remerciements au ministre de l'Éducation nationale pour son engagement en faveur des enfants souffrant d'handicap. Il a rendu hommage également au Lions Club de Djibouti et sa présidente pour le soutien sans faille au service des enfants à besoins spéciaux. Un hommage et des remerciements également qui ont touché la présidente du Lions Club de Djibouti, donc Hasna Barkhadaoud, qui s'est dite fière de pouvoir apporter une assistance aux enfants qui souffrent d'handicap. Et donc, après les interventions officielles, un enfant malvoyant a effectué donc une démonstration de lecture sur le livre des aveugles devant le ministre et l'ensemble des officiels. Et puis le ministre et sa suite ont effectué une tournée également donc dans les salles de classe où des enfants souffrant de différents handicaps ont effectué des démonstrations pratiques de l'utilisation des livrets dans les salles de classe. L'école des malvoyants. Et comme vous le savez, le Lions Club est une association internationale qui a sa branche à Djibouti et qui œuvre envers les plus démunis. Et donc aujourd'hui, nous sommes là donc, et nous remercions le ministre d'honorer cette cérémonie de sa présence. Et nous voulons continuer à œuvrer aux côtés de cette école. Nous avons déjà refait la cuisine et nous donnons également des petits déjeuners à tous les élèves de l'école de manière régulière et nous continuerons donc à mettre toutes nos capacités au service de l'éducation nationale, de la mise en œuvre de la politique donc du président de la République qui, comme vous le savez, ne ménage pas ses efforts pour pouvoir donc améliorer la condition de tous les citoyens, y compris donc les citoyens ayant des besoins spéciaux. Et nous sommes là en tant que membres de la société civile pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a réaffirmé son engagement pour une école inclusive où tous les enfants doivent bénéficier d'un enseignement de qualité. Il a exprimé ses sincères remerciements au Lions Club qui a apporté son soutien dans l'édition des manuels en braille. On l'écoute. Avec un grand plaisir de participer à ce genre de réunion ou de cérémonie. Puisqu'à chaque fois que je vienne ici, c'est avec beaucoup quand même de passion et surtout beaucoup de c'est comme si encore il ne suffisait pas ce que nous sommes en train de faire, parce que les défis sont énormes, parce que les difficultés sont encore là. Pour traduire donc de manuels classiques en braille, qui est fait déjà par les enseignants de cette école, qui le font tous les soirs. Non seulement ils préparent le cours de demain, mais en même temps, ils font le cours le matin. Donc vraiment, c'est des gens, machallah, et je me permets vraiment de les féliciter ici. C'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Dans le cadre de la tournée de prise de contact donc avec la population et des notabilités des localités rurales, le nouveau préfet de la région d'Arta, Mohamed Cherou Hassan, accompagné d'une importante délégation, s'est déplacé donc dans les localités de Karta et de Laïta.
Et à son arrivée donc à l'école de Karta, une foule en liesse a accueilli chaleureusement le préfet Mohamed Cheikhou, le président du conseil régional, les parlementaires, le lieutenant Mahmoud, commandant de la compagnie de la gendarmerie de la région, le délégué donc du médiateur, le directeur général de l'éducation, le médecin-chef Dr Yacoub, ainsi que les responsables qui l'accompagnaient. Le préfet donc a commencé sa tournée par une visite des classes cours de cette école avant de se rendre au poste de santé pour voir donc l'état des lieux et des moyens matériels disponibles dans ce centre de soins. Le préfet Cheikhou a eu une rencontre avec les notables, les femmes et les jeunes de cette localité pour écouter leurs doléances. À tour de rôle, les Oukal et les notables ainsi que les femmes de cette localité ont souhaité la bienvenue et plein de succès dans ces nouvelles fonctions. Le préfet Mohamed Cheikhou Hassan a vivement remercié donc les notables et les personnes présentes pour l'accueil. Par la suite, le préfet s'est également rendu dans la localité de Laïta où un accueil des plus chaleureux donc lui a été également réservé à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Des femmes, des jeunes, les notables, les Oukal et les autorités donc de cette localité ont réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation conduite par le préfet. Et par la suite, donc, le préfet donc, a tenu une réunion avec les notables et les responsables de cette localité, a également recueilli leurs doléances et leur a donc assuré que des réponses seront apportées à leurs préoccupations dans les plus brefs délais. Une cérémonie de remise de kits solaires a également eu lieu, toujours dans la région d'Arta, cette fois-ci au conseil régional. Cette cérémonie a été donc présidée par le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh Goudadé, en présence du président de l'association Abba, Abdelkarim Mohamed Ousmane, qui a donc remis ces kits qui ont été remis donc à 24 ménages de la ville d'Arta. Le coût de financement de ces 24 panneaux solaires est de 5 500 000 francs djibouti. La seconde phase de ce projet concernera le village de Wéa avec 10 ménages qui seront également qui auront également l'occasion d'obtenir des panneaux solaires, et enfin la localité de Omar Djaga pour 10 ménages. Et concernant également tourner dans les localités et les prises de contact avec les populations, cette fois-ci dans la région de l'Unité, où le préfet Aden Dalal Moussa a entamé une tournée finalement après Galafi dans la localité de Halé 1 et Halé 2 pour sa visite de travail par les zones du nord-est pastoral et de la zone de Dikil, notamment le secteur périphérique de Yoboki. Pour cette visite, le préfet de la région, Aden Dalal Moussa, a été accompagné de ses proches collaborateurs, du président du conseil régional, Abdelrahman Yonis Aré, du sous-préfet de Yoboki, des parlementaires et du chef de corps du Riyad. Et au cours de cette visite de proximité, le préfet de la région d'Unité et sa délégation ont été accueillis chaleureusement et se sont entretenus avec les chefs coutumiers des différentes localités, à savoir Halé 1, 2 et 3, sur les lacunes et difficultés persistantes dans ces zones, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'élevage, de la santé, de l'éducation. Le préfet de la région a, dans son intervention, appelé les chefs coutumiers à consolider la paix et la sécurité et à assurer de soumettre leurs doléances au gouvernement pour y remédier dans la mesure du possible sur le court ou long terme. Les chefs coutumiers ont de leur côté félicité le nouveau préfet pour sa nomination à la tête de la région de l'Unité et lui ont souhaité réussite et succès dans ses nouvelles fonctions. Suite aux élections du président du syndicat régional des bus d'Ali Sabié qui se sont déroulées vendredi et dont Mahdi Ali Warsama a été élu, une cérémonie de remise de récépissé s'est déroulée au bureau du préfet de la région d'Ali Sabié. Cet événement, présidé par le préfet Moussa Adel Migane, a vu la participation du comité d'administration syndicale, le premier adjoint Mohamed Ahmed Abbas et le nouveau président du syndicat régional d'Ali Sabié, Mahdi Ali Warsama. À cette occasion, le préfet a remis au président élu le récépissé de reconnaissance, rappelant que 2 candidats étaient en lice pour les élections de la présidence du syndicat des bus de la région d'Ali Sabié, Mahdi Ali Warsama et Mustafa Diriye Djama. Mahdi Ali Warsama a été élu au poste du président du syndicat des bus d'Ali Sabié pour un mandat de 2 ans, après avoir obtenu 74 des voix sur les 123 votants.
Dans le cadre de la concrétisation de la politique du gouvernement en matière de santé de proximité, le ministère de la Santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de santé à la population rurale sur tout le territoire national et surtout dans les zones les plus enclavées. C'est dans cette optique que l'équipe mobile du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région sanitaire, le docteur Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie de 3 jours du 13 au 16 octobre dans la sous-préfecture de Dora, située environ à une centaine de kilomètres du chef-lieu. Ainsi, plus de 530 personnes habitant ces localités, Andaba, Madgoul et Anakir, ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un agent nutritionniste et d'un agent de vaccination. Parallèlement, une distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides a été effectuée. Le docteur Hassan s'est dit être satisfait de cette politique dont les résultats sont très positifs, surtout dans le cadre de la couverture vaccinale et de la lutte contre la malnutrition. La population locale s'est réjouie également de cette politique et n'a pas manqué de remercier le ministère de la Santé et le gouvernement. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé hier soir qu'il renonçait à tenter de former un gouvernement, laissant la voie libre à son rival centriste Benny Gantz. Le président Rivlin a indiqué peu après dans un communiqué de ses services qu'il avait l'intention de mandater désormais Benny Gantz, chef du parti bleu-blanc, pour tenter à son tour de former un gouvernement. Toutes les factions de la Knesset vont être informées que le président a l'intention de transférer le mandat pour former le gouvernement dès que possible au président du Blanc-Bleu et le député Benny Gantz, selon le communiqué qui a précisé que ce transfert aurait lieu jeudi. Benny Gantz, un ancien chef de l'armée, disposera aussi de 28 jours pour remplir à bien cette tâche qui s'annonce d'ores et déjà difficile. Au Liban, les annonces du gouvernement ne calment pas la colère de la rue. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé donc hier toute une série de mesures destinées à calmer la colère qui gronde depuis plusieurs jours. Mesures fiscales avec des gels d'impôts pour les ménages, mesures budgétaires avec des privatisations dans le secteur des infrastructures, mesures symboliques aussi comme la baisse des salaires pour tous les ministres et anciens ministres et pour les députés. Elle a pris d'ampleur, se nourrissant d'un sentiment de ras-le-bol face à une classe politique jugée incompétente et corrompue. Une grande partie du pays est paralysée en raison de ces manifestations. Et enfin, en Syrie, la trêve négociée entre Ankara et Washington va expirer ce soir. Un convoi d'une centaine de voitures a traversé la frontière au nord-est de la Syrie hier à la faveur de la trêve négociée par Ankara et Washington. Des sources militaires turques indiquent que le cessez-le-feu doit expirer ce soir. Recep Tayyip Erdogan a suspendu jeudi l'offensive qu'il a lancée sur le nord de la Syrie pour permettre aux combattants kurdes de quitter leur position. La Turquie veut mettre en place à l'intérieur du territoire syrien une zone de sécurité d'une trentaine de kilomètres de profondeur et longue de 120 kilomètres. Hormis plusieurs explosions et des coups de feu isolés le long de la frontière, la trêve a jusqu'ici été globalement respectée et selon les Turcs, au moins 125 blindés kurdes se seraient retirés de la zone. Les combattants kurdes se sont pour partie retirés plus à l'est dans la ville frontalière de Koban où des soldats syriens ont aussi pris position dans l'attente de la fin de la trêve et de ce que la Turquie décidera. D'ici là, le président turc doit s'envoler aujourd'hui à Sochi pour des entretiens donc avec Vladimir Poutine. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité et très bon suite de programme sur Télé Djibouti.